bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver, voici l'essentiel de l'actualité de ce mardi, qui nous emmène sans plus attendre au Moyen-Orient où l'Iran vient de lancer ce soir plus de 180 missiles balistiques qui se sont abattus sur le territoire israélien. Le dôme de fer a lui réussi à intercepter selon Israël un grand nombre de ces missiles. 2 personnes ont été blessées légèrement, images recueillies par des témoins sur place. Oh god. Okay guys, we gotta get off the roof. These are coming down right next to us here. They're coming down. One just about... We gotta go inside. ضبطوا. Juste après l'attaque de l'Iran, la population israélienne a été autorisée à quitter les abris de secours. Sahel annonçait qu'une riposte interviendra, je cite, à l'endroit et au moment venu. Une crainte en tout cas pour les habitants d'une escalade et d'une guerre régionale sur place. Une attaque de missiles sans doute en lien avec l'attentat qui est survenu quelques minutes plus tôt à Tel Aviv en Israël où 2 hommes ont abattu plusieurs passants sur place. Le bilan fait état d'au moins 6 morts et de 7 blessés. Vidéo signée par des témoins sur place. Attention, l'extrait en question peut choquer. Un conflit qui s'est nettement accentué depuis quelques jours maintenant. Hier soir, Tsahal a débuté une incursion terrestre au Liban avec des chars qui ont fait leur apparition au sud de la capitale libanaise, Beyrouth, et des explosions qui se sont fait entendre sur place. Suite à cette situation chaotique au Moyen-Orient, les différentes réactions politiques nous parviennent au fur et à mesure de la soirée. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, appelle quant à lui, je cite, un cessez-le-feu et condamne l'élargissement de ce conflit. Le président des États-Unis, Joe Biden, ordonne à l'armée américaine d'intercepter les missiles. Et enfin, une dernière réaction, celle de Michel Barnier, qui a effectué son discours de politique générale cet après-midi à l'Assemblée et qui évoque, je cite, une situation extrêmement sérieuse et s'inquiète d'une possible escalade. Et voilà donc pour les différentes réactions politiques qui nous parviennent minute par minute et nous reviendrons bien entendu sur la situation proche et au Moyen-Orient à la fin de ce journal. 26 jours après son arrivée à Matignon, Michel Barnier s'est adressé face aux députés cet après-midi lors du traditionnel discours de politique générale. Plusieurs sujets ont été évoqués. Michel Barnier qui a annoncé notamment une revalorisation du SMIC à 2% à compter du 1er novembre prochain. Il souhaite aussi une maîtrise plus satisfaisante, je cite, au sujet de la politique migratoire. Par ailleurs, au début de son intervention, sachez que la France insoumise a une nouvelle fois de plus voulu se la jouer à la Rambo en sortant un par un, comme des petits moutons, leurs cartes d'électeurs pour montrer leur mécontentement face aux résultats du second tour des élections législatives. Voici les moments les plus importants du discours de Michel Barnier, recueillis dans ces extraits. Avec peu, c'est la vie quotidienne de beaucoup de nos compatriotes. Les policiers, les gendarmes, les pompiers, les militaires qui assurent notre sécurité dans des conditions toujours plus dangereuses. Les aides-soignants, les infirmières, les médecins qui ont toujours moins de temps pour soigner toujours plus de patients. Les professeurs, les éducateurs qui font tant d'efforts pour transmettre à nos jeunes le goût d'apprendre et l'esprit de citoyenneté. Cette année, notre déficit public, celui de toutes les collectivités publiques, devrait dépasser 6% de notre richesse nationale. En 2025, si rien n'est fait, il sera davantage encore.
Pourquoi est-ce grave, mesdames et messieurs les députés? Pas seulement parce que ces chiffres n'ont rien à voir avec les prévisions de début d'année, pas seulement parce qu'ils n'ont rien à voir avec la trajectoire promise à nos partenaires, pas seulement parce que cette situation nous affaiblit autour de nous en Europe, mais d'abord parce que la charge de cette dette, 51 milliards d'euros, est aujourd'hui le deuxième poste de dépense de l'État derrière l'école. Est-il acceptable que nous dépensions plus pour payer des intérêts à d'autres que nous ne payons pour notre défense et pour notre recherche? Ma réponse, à la place où je me trouve aujourd'hui, est non. Face à nos défis, qui sont immenses, nous n'avons pas le choix. Notre responsabilité, c'est d'alléger le fardeau et de retrouver des marges de manœuvre budgétaires. Ainsi, je veux vous dire, comme un premier engagement, que notre volonté est de ramener le déficit de notre pays à 5% en 2025. Notre objectif est de remettre notre pays sur la bonne trajectoire pour revenir sous le plafond de 3% en 2029 dans le respect de nos engagements européens. Nos impôts sont parmi les plus élevés du monde. Les baisses d'impôts décidées depuis 7 ans et les mesures prises pendant la crise du Covid ont aidé, c'est la vérité, beaucoup de Français, beaucoup d'entreprises et redonné de l'oxygène dans une situation inédite et grave. Mais la situation de nos comptes demande aujourd'hui un effort ciblé, limité dans le temps, un effort partagé dans une exigence de justice fiscale. Ce partage de l'effort nous conduiront à demander une participation au redressement collectif aux grandes et aux très grandes entreprises qui réalisent des profits importants. Nous le ferons sans remettre en cause notre compétitivité. Il n'y a en réalité pas de partage et pas de redistribution possible s'il n'y a pas en amont de l'activité et de la production sur notre territoire. Cette exigence nous conduira également à demander une contribution exceptionnelle aux Français les plus fortunés, afin d'éviter des stratégies de défiscalisation des plus gros contribuables. Et puis enfin, cette fois-ci dans la durée, nous lutterons résolument contre la fraude fiscale et contre la fraude sociale, y compris en sécurisant les cartes vitales pour éviter le versement indu d'allocations. Nous allons agir aussi sur l'offre énergétique en poursuivant résolument le développement du nucléaire et notamment des nouveaux réacteurs, mais aussi en poursuivant le développement des énergies renouvelables, en mesurant mieux, dans certains cas, je pense aux éoliennes, tous leurs impacts, en valorisant la biomasse pour décarboner efficacement la production de chaleur et de gaz, en développant la filière française des biocarburants pour l'aviation. Et enfin, j'y reviendrai, dans les Outre-mer, qui sont engagés vers un objectif de 100% d'électricité renouvelable en 2030, seront développés des laboratoires d'innovation pour le solaire et la géothermie. Ensemble, ainsi, nous devons maîtriser, poursuivant les efforts engagés, nos besoins d'énergie en faisant preuve de sobriété et d'efficacité. Nous allons mieux cibler, mesdames et messieurs les députés, nous allons mieux cibler l'accompagnement des particuliers et des entreprises, notamment pour la rénovation thermique des bâtiments. En attendant, le diagnostic de performance énergétique sera simplifié et son calendrier sera adapté. L'État qui, avec ses opérateurs, les plus gros propriétaires immobiliers et fonciers du pays, doit être aussi exemplaire et il réduira cette consommation d'énergie en isolant les surfaces qu'il gère. Pour tout cela, les travaux de planification vont reprendre immédiatement. La stratégie française énergie-climat
le 3e plan national d'adaptation au changement climatique, la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie. Voilà les outils dont nous disposons et que nous allons utiliser. Je voudrais dire un dernier mot sur ce sujet de la question « Je suis prêt ». Le gouvernement est prêt à une réflexion, à une action sans idéologie sur le scrutin proportionnel. Il est déjà mis en œuvre au Sénat et dans les collectivités. Il est pratiqué à des degrés différents, d'ailleurs, chez beaucoup de nos voisins. Écoute, respect, confiance dans les partenaires sociaux. J'ai souhaité immédiatement consacrer le temps de l'écoute à tous les partenaires syndicaux et professionnels que j'ai vus cette semaine. Je pense que la situation dans laquelle nous sommes requiert un renouveau du dialogue social et une relation exigeante et constructive avec l'État. Je fais confiance, mesdames et messieurs les députés, aux partenaires sociaux pour s'engager dans cet esprit et négocier dès les prochaines semaines sur l'emploi des seniors, sur notre système d'indemnisation du chômage. Ils sont, de mon point de vue, les mieux placés pour apporter des solutions. Sur les retraites aussi, il faudra reprendre le dialogue. Il est impératif de préserver l'équilibre durable de notre système de retraite par répartition. Pour autant, certaines limites de la loi votée le 15 avril 2023 peuvent être corrigées. Les questions des retraites progressives, de l'usure professionnelle, de l'égalité entre les femmes et les hommes face à la retraite méritent mieux que des fins de non-recevoir. Sur ces sujets, nous proposons aux partenaires sociaux de réfléchir à des aménagements raisonnables et justes de la loi. Écoute, dialogue, contractualisation aussi avec les collectivités locales et les élus locaux qui font chaque jour la preuve de leur courage et de leur engagement. Depuis maintenant 4 mois et demi, ce territoire connaît une crise d'une gravité exceptionnelle. J'ai conscience des souffrances et de l'angoisse que ressentent les habitants de Nouvelle-Calédonie et je veux leur redire que l'État et mon gouvernement seront à leur côté. Je veux saluer aussi toutes celles et tous ceux qui s'engagent pour l'apaisement. En premier lieu, nos forces de l'ordre, les fonctionnaires de l'État, mais aussi les responsables politiques et syndicaux, les acteurs de la société civile, qu'ils soient du monde économique, religieux ou coutumier. Une nouvelle période doit maintenant s'ouvrir, consacrée à la reconstruction économique et sociale de la Nouvelle-Calédonie, à la recherche d'un consensus politique sur son avenir institutionnel. Ce travail sera conduit dans le respect des convictions de chacun et du respect de la diversité du peuple calédonien et des principes démocratiques. Je m'y emploierai personnellement et je veux aussi vous remercier, Madame la Présidente, remercier le Président du Sénat, puisque vous avez accepté tous les deux de conduire une mission de concertation et de dialogue qui se rendra en Nouvelle-Calédonie prochainement. Afin de garantir une gestion dans la durée de l'ensemble des enjeux calédoniens, les discussions ont été depuis quelques jours et seront soutenues à Paris et en Nouvelle-Calédonie par une délégation interministérielle placée auprès du Premier ministre et du ministre de l'Outre-mer. Je suis en mesure d'annoncer, en accord avec le Président de la République, la décision de reporter les élections provinciales jusqu'à fin 2025. Les assemblées parlementaires auront donc prochainement à se prononcer sur ce report par une loi organique. Le projet de loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral, adopté en mai dernier par les assemblées parlementaires, ne sera pas soumis au Congrès, comme le confirmera le Président de la République aux élus de Nouvelle-Calédonie, comme il a l'intention de le faire en les réunissant au mois de novembre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, j'ai entendu que certains ont des lignes rouges, parfois très rouges d'ailleurs. J'ai même... Mais il se trouve que, acceptant
la proposition du président de la République d'être le Premier ministre de notre pays, j'ai, depuis ce moment-là, gardé en mémoire mes propres lignes rouges, qui sont celles d'ailleurs de tout le gouvernement. Il n'y aura aucune tolérance à l'égard du racisme et de l'antisémitisme. Il n'y aura aucune tolérance à l'égard des violences faites aux femmes. Il n'y aura aucune tolérance à l'égard du communautarisme. Il n'y aura aucun accommodement sur la défense de la laïcité. Aucun. Nous n'accepterons aucune discrimination. Nous n'accepterons aucune remise en cause des libertés conquises au fil des ans. Je pense à la loi portée par Simone Veil sur l'IVG. Et ça reste, pour tout vous dire, l'un des grands honneurs de ma vie d'avoir siégé dans le même gouvernement que Simone Veil. Il n'y aura aucune remise en cause de cette loi désormais protégée par la Constitution, aucune remise en cause de la loi sur le mariage pour tous. Et aucune remise en cause des dispositions législatives sur la PMA. Mesdames et Messieurs les députés, depuis le premier jour de mon engagement politique, depuis le début de mon travail parlementaire, ici même à l'Assemblée nationale, quand j'ai eu l'honneur d'en être le Benjamin, depuis cette époque, je me fais une certaine idée de la République et de ses institutions. Et un peu de silence. Et c'est cette idée qui animera aussi longtemps que vous le déciderez, et c'est bien vous qui le déciderez, aussi longtemps que vous le déciderez, c'est cette idée qui animera l'action de mon gouvernement. Un gouvernement que j'ai voulu équilibré, représentatif, pluriel, avec comme seule boussole l'intérêt général de notre pays. Et vous me permettrez, peut-être que ce n'est pas habituel, de dire mes remerciements personnels à celles et ceux qui ont accepté de faire partie de cette équipe de France dans une période très difficile, de travailler ensemble, et même s'ils ne viennent pas du même endroit, d'être solidaires au-delà de leur sensibilité. Un gouvernement qui ne fera pas de miracle, je l'ai dit lors de ma toute première visite aux côtés des équipes du SAMU de Paris à l'hôpital Necker, tant le chemin est escarpé, mais un gouvernement qui est prêt à gravir un à un les obstacles et à s'efforcer de répondre aux préoccupations des Français. Encore faut-il que le travail paye. Nous revaloriserons le SMIC de 2% dès le 1er novembre, par anticipation de la date du 1er janvier. Ensuite, il reste dans notre pays des branches professionnelles dans lesquelles les minima sont inférieurs au SMIC. Ce n'est pas acceptable et cela fera l'objet de négociations rapides. L'État y veillera. En outre, il est désormais démontré que nos dispositifs d'allègement de charges freinent la hausse des salaires au-dessus du SMIC. Nous le reverrons. Enfin, mesdames et messieurs, et n'en soyez pas étonnés, plus d'un demi-siècle après une déclaration prémonitoire du général de Gaulle, nous allons relancer la participation, l'intéressement et l'actionnariat salarié, pas seulement dans les grandes entreprises. Je pense depuis longtemps que nos agriculteurs et nos pêcheurs sont d'abord des producteurs.
Leur production est vitale pour notre souveraineté alimentaire et pour la compétitivité de notre pays. Ils ont résolument et depuis longtemps engagé la transformation de leur filière, en investissant, en se modernisant, en s'adaptant au changement climatique. J'ai moi-même soutenu cette transformation quand j'étais leur ministre, en particulier avec le tout premier plan Éco-Phyto que j'avais lancé. Et nous allons poursuivre ce travail avec eux, pas sans eux, pas contre eux, avec eux. Nous devons également les soutenir lorsqu'ils sont frappés par des crises, qu'elles soient climatiques ou sanitaires. Je pense évidemment à la crise grave actuellement de la fièvre catarrhale ovine. Nous devons enfin leur donner des perspectives à long terme. Il faut renforcer la transparence sur les marges pratiquées dans la grande distribution. Nous allons renforcer cette transparence et encourager les contrats tripartites entre agriculteurs, transformateurs et distributeurs. Pour relever, au-delà et avec les lois Egalim évidemment, pour relever ces défis, mon gouvernement reprendra sans délai le projet de loi d'orientation pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations en agriculture. Nous défendrons ainsi nos agriculteurs à Bruxelles pour poursuivre le travail indispensable de simplification des règles et s'assurer que les négociations budgétaires et la négociation des accords de libre-échange, ce n'est pas gagné, respectent leurs intérêts et la réciprocité dans les échanges. L'école, voilà qui restera la priorité. Celle de donner à tous nos enfants une école qui leur permette d'apprendre, de forger leur jugement à force de travail, de prendre leur avenir en main et ainsi de participer à l'avenir du pays. J'ai confiance dans la qualité et l'engagement des enseignantes et des enseignants et de tous les personnels de l'éducation nationale. Ils doivent être partout protégés et respectés. Et ils ont moins, me semble-t-il, aujourd'hui besoin de grandes réformes et d'une énième refonte des programmes que du bon fonctionnement de leurs établissements. Ensemble, nous voulons renforcer l'attractivité de la mission d'enseigner. Ensemble, nous devons trouver des réponses aux défis posés par le remplacement des professeurs absents. Au-delà des améliorations en termes d'organisation et de formation, ne pourrait-on pas, par exemple, faire plus et mieux appel à des professeurs retraités volontaires, y compris pour accompagner leurs plus jeunes collègues? Ensemble, nous devons travailler pour que toute notre jeunesse ait accès à la culture et au sport. C'est la trace durable que doivent laisser les Jeux olympiques et paralympiques. Ensemble, avec les parents, nous pouvons trouver des solutions pour mieux soutenir les élèves en difficulté, consolider les savoirs fondamentaux, améliorer l'accessibilité des élèves en situation de handicap et l'inclusion scolaire, continuer la lutte sans merci contre le harcèlement à l'école et sur les réseaux sociaux. Ensemble, nous devons investir dans les équipes et les dispositifs d'orientation pour mieux accompagner nos élèves dans leur choix d'avenir et nous continuerons à valoriser les filières professionnelles. Les Français, si nous les avons bien entendus, s'attendent à ce que des sanctions interviennent rapidement quand elles sont justifiées. Nous devons nous attaquer de manière volontariste à la réduction des délais de jugement, particulièrement pour les mineurs. Nous reprendrons la discussion sur la création d'une procédure de comparution immédiate pour les mineurs délinquants de plus de 16 ans, déjà connus de la justice et poursuivis pour des actes graves d'atteinte à l'intégrité physique des personnes. Nous poursuivrons la réflexion sur les atténuations de l'excuse de minorité. Il faut stopper la montée continue de la violence des mineurs qui rend impossible la vie dans beaucoup de quartiers. Les Français demandent enfin à ce que les peines soient réellement exécutées. Il est nécessaire que les jugements soient respectés, que les peines soient exécutées sans être transformées, au risque de faire perdre toute crédibilité à la réponse pénale. C'est pourquoi nous proposons des peines de prison courtes et immédiatement exécutées pour certains délits. Je pense qu'il nous faut également réviser les conditions d'octroi du sursis et limiter les possibilités de réduction ou d'aménagement de peine. Nous prévoirons enfin un recours plus important aux travaux d'intérêt général,
aux amendes administratives et aux amendes forfaitaires délictuelles. Pour que ces amendes soient effectivement payées, nous recouvrerons de manière effective les retenues sur salaire et sur les prestations sociales. Notre quatrième chantier d'une politique de maîtrise de l'immigration. Je crois qu'il est urgent de sortir l'immigration de l'impasse idéologique où les uns et les autres l'ont mise. J'ai même un jour, dans un moment d'utopie, imaginé qu'on pouvait en faire un sujet d'intelligence nationale. Ce sujet, qui ne laisse personne indifférent, doit être traité avec dignité et avec gravité, plutôt que d'être instrumentalisé dans des controverses inutiles. L'immigration est une question que nous devons regarder avec lucidité et que nous devons affronter avec pragmatisme. L'an dernier, 2,5 millions de visas ont été accordés à des ressortissants étrangers. Chaque année, plus de 150 000 demandes d'asile sont enregistrées, dont les 2/3 en moyenne sont rejetées. Chaque année, plus de 100 000 obligations de quitter le territoire sont prononcées, mais des dizaines de milliers de migrants en situation irrégulière se maintiennent indûment sur notre territoire. Le résultat, mesdames et messieurs les députés, c'est que nous ne maîtrisons plus de manière satisfaisante notre politique migratoire, et la conséquence, c'est que nous n'atteignons plus de manière satisfaisante notre objectif, et je dirais notre devoir républicain d'intégration. Le gouvernement travaillera à un traitement plus efficace et en proximité des demandes d'asile pour que les demandeurs obtiennent rapidement une décision. Nous proposerons de faciliter la prolongation exceptionnelle de la rétention des étrangers en situation irrégulière pour mieux exécuter les obligations de quitter le territoire français. Et nous voulons aussi mieux contrôler nos frontières. Le récent pacte européen de la migration et l'asile, qui a été utilement adopté après de longs débats au Parlement et au Conseil des ministres. Je veux remercier M. Darmanin de son engagement sur ce sujet. Ce pacte européen sur la migration et l'asile prévoit de maîtriser les flux en opérant les contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne. C'est à ces frontières-là que l'on décidera qui est en droit d'entrer sur le territoire de l'Union européenne au nom du droit d'asile et qui ne l'est pas. Ce pacte doit être mis en place sans délai. Il doit être aussi complété en redonnant à Frontex sa mission première de garde-frontière de l'Union européenne. Nous devons, dans cet esprit, être impitoyables avec des passeurs, des trafiquants qui exploitent la misère et le désespoir au prix de la vie de milliers de migrants en Méditerranée ou dans la Manche. Enfin, la France continuera aussi longtemps que nécessaire à rétablir des contrôles à ses propres frontières, comme le permettent les règles européennes et comme l'Allemagne vient de le faire. Les Français nous demandent aussi de trouver des solutions avec les pays d'origine et les pays de transit. Le gouvernement ne s'interdira pas de conditionner davantage l'octroi de visas à l'obtention de laissez-passer consulaires nécessaires aux reconduites à la frontière. Et nous allons poursuivre les discussions déjà engagées avec les pays concernés par certains accords bilatéraux conclus de longue date, parfois de très longue date, lorsqu'ils ne correspondent plus aux réalités d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs les députés, être fraternel, c'est savoir accompagner les personnes en fin de vie. Je sais l'engagement et le travail de beaucoup d'entre vous sur ce dossier grave, où d'ailleurs les opinions étaient partagées. Nous allons reprendre le dialogue avec vous, avec le Sénat, avec les soignants et les associations en début d'année prochaine sur le projet de loi dont l'examen a été interrompu par la dissolution. Et sans attendre, nos efforts en faveur du développement des soins palliatifs seront renforcés dès 2025. On continuera aussi longtemps que nécessaire à rétablir des contrôles à ses propres frontières, comme le permettent les règles européennes et comme l'Allemagne vient de le faire. Les Français nous demandent aussi de trouver des solutions avec les pays d'origine et les pays de transit.
le gouvernement ne s'interdira pas de conditionner davantage l'octroi de visas à l'obtention de laissez-passer consulaires nécessaires aux reconduites à la frontière. Et nous allons poursuivre les discussions déjà engagées avec les pays concernés par certains accords bilatéraux conclus de longue date, parfois de très longue date, lorsqu'ils ne correspondent plus aux réalités d'aujourd'hui. Un mot pour vous dire que le Premier ministre a décidé de ne pas solliciter le vote de confiance, tout comme ses prédécesseurs Elisabeth Borne et Gabriel Attal. Et maintenant, reste à savoir si le gouvernement de Michel Barnier va tomber, sachant qu'il est sous la sellette. Vous le savez, le Rassemblement national de Marine Le Pen ont décidé d'attendre ce discours pour décider d'une censure ou pas. La gauche a elle déjà déposé la sienne, mais pour faire tomber le gouvernement de Barnier, il faudrait au moins 289 députés qui votent pour une motion de censure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous y verrons plus clair dans les toutes prochaines heures. Et juste avant de nous quitter, je vous propose qu'on revienne sur la principale information de ce journal, la situation qui s'empire au fur et à mesure des heures qui passent au Proche et au Moyen-Orient, avec la crainte d'un embrasement. Dans les alentours de 19h, l'Iran a lancé plus d'une centaine de missiles sur le territoire israélien, faisant 2 blessés légers. Sachez aussi que peu avant cette attaque, 2 terroristes ont abattu plusieurs passants à Tel Aviv. Le bilan fait état de 6 morts et de 7 blessés, les habitants qui craignent désormais d'une guerre régionale, une situation qui s'est nettement accentuée ces dernières heures, due au fait que l'armée israélienne a notamment effectué des incursions terrestres au Liban, et une situation Proche-Orient dans laquelle nous y reviendrons dans nos toutes prochaines éditions. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée, prenez bien soin de vous et de vos proches, et je vous dis à demain soir sur Rien.